à tous et bienvenue dans Be In eSport, votre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité du jeu vidéo compétitif, comme tous les mardis, en compagnie du meilleur Twixou. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien, encore de superbes introductions, une semaine toute particulière parce que toi et moi on va sortir de notre zone de confort. Ouais. On a deux très bons invités pour nous aider à accomplir cela. Alors les FPS sont à l'honneur cette semaine et on a deux invités fantastiques, à commencer par Lox, journaliste eSport. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour venir vous parler de tout ça, parce que oui, les FPS sont à l'honneur et forcément quand ça parle d'FPS, je suis ravie. Donc c'est cool. Plein de choses à voir avec toi. Tu viendras nous parler d'Apex Legends, notamment avec la sortie de la saison 8. Et on aura Malek en visio, coach de G2 eSport, qui viendra revenir un petit peu sur la situation particulière sur Counter-Strike en ce moment. Avant ça, on vous envoie le sommaire. Alexandre Alessand, alias GetRight, l'une des plus grandes légendes de la scène Counter-Strike, a officiellement annoncé sa retraite en tant que joueur, bien sûr. Portrait d'une légende de l'e-sport, c'est notre dossier de la semaine. Counter-Strike, on en parlera aussi avec les nouvelles règles mises en place par Valve, l'éditeur du jeu pour 2021. Des mesures qui vont à l'encontre du choix de plusieurs équipes. Malek, coach de G2 eSport, sera avec nous en visio pour nous éclairer sur la situation. Et on termine bien sûr avec les derniers résultats et toutes les infos sur League of Legends, Valorant ou encore Fortnite évidemment, puisque CSGO on en parle de l'autre côté. C'est dans le récap, c'est les news eSport, Be In eSport saison 5, émission 14. Faker était encore sur le banc. Faker était encore sur le banc, mais on en parlera plus tard. Difficile les débuts de T1 dans la ligue coréenne de League of Legends, mais on fera une émission particulière justement sur la situation des ligues à l'international. Aujourd'hui, comme on le disait, il y a besoin. Faut que tu nous éclaires sur tout ça, Twixou. Mais aujourd'hui, d'autres détails sur des FPS notamment. On le disait, on va parler d'Apex et CS un petit peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, Lox, ce week-end se déroulait justement le circuit d'hiver d'Apex Legends. Est-ce que tu peux revenir sur le déroulement de l'e-sport sur le jeu, puisque tu es l'experte de Apex Legends en France? Mais alors les Apex Legends Global Circuit, Series Circuit justement Winter, en gros c'est ce qui est arrivé juste après leur tout premier événement qui s'était appelé The Invitational, qui est apparu genre à peu près 8 mois juste après la sortie du jeu. C'était un super événement, un événement physique cette fois-ci, puisque oui c'était une autre époque où c'était encore permis. Et justement est arrivée cette série qui se développe en fait sur plusieurs territoires. Donc on a Europe, Nord-américain entre autres, et c'est un circuit qui se déroule au cours des saisons, comme tu l'as pu le relever. Là, on est sur le circuit hiver, mais justement, avant ça, on avait le circuit d'automne et puis l'été. Et donc, on a plusieurs dates qui se suivent à peu près tous les mois, avec un circuit qui, cette fois, se déroule online, avec plusieurs équipes présentes, une vingtaine d'équipes. Donc, c'est à peu près carré. Et du coup, c'est reparti depuis quelques jours. Donc, c'est un grand plaisir. La hype. On reste très actif sur Apex Legends, bien sûr, malgré les contextes sanitaires. Vraiment une scène qui vit beaucoup et qui a, bien sûr, de bonnes équipes qui sont dans les institutions, dans les tournois, notamment en Europe, les Gambit, les Luminosity, c'est une équipe de ninja un petit peu, etc. Mais il manque quand même certains mastodontes qui sont bien sûr sur les scènes Counter-Strike, League of Legends. On pense à G2, on pense à des Fnatic, on pense à des choses comme ça. Est-ce qu'il y a peut-être une raison qui refroidit ces équipes de s'investir autant que les autres ? Évidemment, il y a beaucoup de jeux à couvrir en ce moment, c'est sûr. C'est ça. Après, peut-être le talent. On ne sait pas. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé les bons joueurs. Mais non, il y a. C'est vrai qu'il y a quand même. Alors là, on est plus sur le secteur nord-américain, par exemple. On va retrouver quand même des grosses équipes telles que Team Liquid ou les TSM. Ensuite, c'est vrai que côté Europe, on n'a pas de G2. On ne sait pas, en fait. Honnêtement, on n'a pas réellement la raison de leur non-motivation. Mais peut-être que ça viendra, vu que, comme tu le soulignes si bien, ils sont quand même présents sur de nombreuses scènes e-sport, en plus à très haut niveau. Donc peut-être qu'ils veulent actuellement plus s'investir sur ces scènes-là et attendre de voir un petit peu comment démarre Apex, puisque on a eu des petites saisons le haut. Là, c'est vrai que depuis le retour de la saison 7, Apex est quand même bien revenu sur le devant de la scène. On en voit plus, on en entend plus parler. Donc peut-être à venir... Il y avait quelques équipes qui étaient un petit peu parties de la scène compétitive, justement, donc tout a l'air de revenir pour le mieux. Bien sûr, et il y avait Gamers Origin quand même, initialement. Alors, ils n'y sont plus. Le roster de Gamers Origin, tout comme BDS par exemple, qui était aussi présent anciennement, ne sont plus présents aujourd'hui sur le circuit. Malgré tout, on retrouve les joueurs
rosters présents sous d'autres équipes, d'autres drapeaux. Par exemple, chez Gamers Origin, le roster initial, c'était MP, Serious et Osnazeni. Osnazeni, aujourd'hui, a changé d'équipe, mais MP et Serious sont toujours ensemble. Ils se sont mis avec une autre personne, un joueur qui s'appelle Mistral. Et aujourd'hui, ils ont leur équipe Twitch3 avec qui ils cartonnent. Puisque justement, lors du premier événement, les Gamers Origin, ils sont quand même arrivés 4e mondial. Parce que la France a du talent, particulièrement sur Apex. Donc c'est là où c'est encourageant et ça donne envie de suivre parce que vraiment, on a du talent chez nous, quoi. Justement, tu parles des Twitch3s. On le sait, il y a plusieurs joueurs français qui étaient présents dans cette compétition. On le rappelle, même chez les Totem Esports Underrated, les Wigers, ou encore dans l'équipe des Cités de France. C'est leur nom. Donc ma question préférée, est-ce qu'on a des joueurs talentueux sur le sol français? Mais complètement. Et de toute façon, on le voit, on a juste à regarder un petit peu la totalité des équipes présentes. Il y a quand même un beau pourcentage de Français qui sont bien présents sur diverses équipes. Parfois, on n'a qu'un seul joueur équipe, on est sur des équipes de 3 à chaque fois. Donc là, clairement, on a énormément de talent. On en a qu'on connaît déjà depuis le tout début, tels que Sikop, ou encore, je les ai mentionnés juste avant, Osnazeni, on a aussi Amaz, enfin bref, on a énormément de joueurs français. Et forcément, lorsqu'on regarde une partie, on est sûr de regarder des Français, on est sûr de les suivre. En plus, on est quasi sûr aussi de les voir gagner. Donc ça, c'est vraiment un petit plaisir perso, quoi. C'est énorme honneur, ça donne vraiment envie de suivre la scène de très très près. Et on encourage bien sûr tous nos joueurs français qui participent bien sûr au quotidien et qui se démènent. La compétition bien sûr dont on parlait à l'instant aura été remportée, corrige-moi si je me trompe, par l'équipe Michael Khan and Dan, c'est bien ça? La compétition La compétition, les Twitch Series. C'est bien ça, hein? Ah, les Twitch Series. Ah oui, parce que du coup, ça, c'est encore à côté. Ça, c'est vraiment Twitch qui s'en occupe. Mais oui, c'est bien le cas, du coup. C'est bien le cas. Eh bien, écoute, on va continuer de parler d'Apex Legends et de la saison 8 un petit peu plus tard. Mais d'abord, évidemment, comme on en parlait dans le sommaire, on va avoir le plaisir d'accueillir quelqu'un, qui me fait un petit peu frétiller. Mais on va passer sur Counter-Strike. On va accueillir Malek, coach de l'équipe G2 Esports. Bienvenue sur le plateau. Je ne sais même pas où regarder. Je suis complètement sous pression. Bienvenue. Un plaisir de t'accueillir ici. Comment ça va, tout simplement? Coucou tout le monde. Écoute, ça va super, tranquillement. On est vraiment très très content de pouvoir t'accueillir ici. Évidemment, une grosse actualité pour Counter-Strike en ce moment. Pas forcément sous les meilleurs auspices, mais avant de commencer, on a besoin de recontextualiser un petit peu là. C'est ça. Déjà, Malek, merci d'être avec nous. On avait reçu plusieurs de tes joueurs, mais c'est bien justement dans le cadre actuel, je pense qu'on ait un petit peu de précision sur la situation sur CS. Donc pour vous remettre un petit peu de contexte justement, normalement sur CS, il y a 2 événements majeurs par an qui sont appelés des majors. C'est les plus gros tournois de CSGO. Évidemment, le Covid, comme vous l'imaginez, a tout chamboulé le dernier. Donc tout le système de qualification a été revu pour le major de Rio qui devait se dérouler normalement en novembre. Ce major, évidemment, n'a pas eu lieu. Donc le prochain, ça sera à Stockholm en octobre 2021. Et la première chose qu'on a appris justement, c'est que tous les points que vous aviez accumulés sur la saison précédente ont été réinitialisés. Donc si vous devez comprendre une chose de tout ce que je viens de dire, c'est que c'est grosso modo une année de travail qui n'a servi à rien. Alors comment est-ce que vous avez pris la nouvelle et est-ce que vous la comprenez surtout? Alors du coup, c'est une big picture à prendre et on n'a pas trop mal pris le fait de perdre tous les points. On n'a pas perdu complètement tous les points non plus. Il y a quand même 2 choses à voir. C'est que déjà, ça permet de reconstruire les équipes et du coup d'avoir des changements possibles pendant toute cette période. Donc, ils ont essayé de faciliter cet aspect-là pour continuer à progresser. La période Covid, effectivement, elle est vraiment, vraiment difficile parce qu'on a vraiment des difficultés à fixer des objectifs. À chaque fois, c'est repoussé. On essaie de travailler en ligne et donc ça change les règles, même de fonctionnement au sein de l'équipe. Donc, c'est pas évident. Si on parle du Major, donc ouais, là, ça va chercher jusqu'à Stockholm et du coup, ça va faire une attente de quasiment, ça fait 2 ans d'attente entre les 2 majors finalement, parce que le dernier c'était le major de Berlin qui a eu lieu, je me trompe pas, fin 2019, voilà c'est ça. Et donc ça fait une énorme période. Donc on se doute bien qu'on peut pas se baser sur tous les points gagnés là pour retrouver un tournoi qualitatif avec les meilleures équipes du monde fin 2021. On imagine que de nouveaux joueurs et de nouvelles équipes peuvent émerger. Donc je comprends leur idée d'avoir un tournoi compétitif. Donc dans ce cadre-là, on est obligé d'accepter, malheureusement avec les conditions actuelles, on est obligé d'accepter ça et accepter de repartir au combat tout simplement. On a quand même la chance d'être invité lors des prochaines qualifs. On a quelques petits points qui vont rester. Je crois que c'est 600 points ou quelque chose comme ça. C'est pas grand-chose, mais ça donne un point de départ. Et puis, que dire d'autre? On va avoir juste la possibilité de participer à tous les tournois qualificatifs. Donc, bon,
C'est pas si dramatique finalement. On a juste à prouver qu'on est toujours là. Je crois qu'on va aussi avoir une qualif en LAN avant de se retrouver en tournoi. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça dans les tuyaux. Et c'est plutôt cool. Et voilà. Et on s'adapte. Mais vous vous adaptez tout simplement. Vous faites vraiment l'effort de suivre un petit peu les conditions qui ont bien entendu changé. On voudrait également te poser la question sur un autre problème qui affecte moins certainement l'équipe G2, mais qui en affecte d'autres. Bien sûr, c'est les pénalités que subiront les équipes. C'est décident de faire jouer des remplaçants. On a vu pas mal de réactions au niveau de la communauté à ce niveau-là. Ça concerne principalement des équipes comme Astralis, Vitality qui... Bon, évidemment, sont d'énormes noms sur la scène CSGO. Donc voilà, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu prends un petit peu le problème? Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne lecture de la règle justement qui s'est appliquée dans ces conditions? En fait, c'est difficile. Valve, c'est un jeu, contrairement à la LEC, enfin avec League of Legends, qui vraiment maintient tout son jeu. On est sur un jeu Valve qui a créé un jeu et il y a cette liberté qui est en fait une fausse liberté où il y a des parties tierces qui viennent organiser des tournois et des événements, etc. Ok, très bien. À part que ils viennent constamment sans qu'il y ait de règles, il y a des flous et un gris, des zones grises comme on connaît très bien, pas que dans le jeu mais même dans la loi, de partout. Donc tout est possible de faire, il n'y a aucune limite à rien. À part que il y a ces deux majors, comme vous le dites, organisés par Valve, qui sont les deux plus gros tournois de l'année. Et évidemment, chaque organisateur vient tout le temps se fixer aux règles de Valve. Donc en fait, ils sont vraiment en mode faites ce que vous voulez, mais finalement, faites pas du tout ce que vous voulez. Et ça vient tout le temps en réaction et ça vient punir toutes les initiatives de professionnalisation et de développement. Et on le voit notamment avec Vitality. Donc ils ont toute une structure qui se crée, le jeu devient ultra compétitif, il y a énormément de choses qui sont faites, et du jour au lendemain, ah bah tiens, hop, ça tombe, nouvelle règle. Et c'est pas la première fois, hein, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, c'est tout le temps la même chose. Et vraiment, c'est très triste parce que on ne sait pas sur quel pied danser. On aimerait avoir la meilleure qualité possible. On essaie de transformer ça. C'est sérieux. On investit énormément de moyens et d'énergie pour donner le plus beau spectacle et le meilleur niveau possible. Et puis finalement, on fait machine arrière et puis ça n'arrête jamais. Donc c'est vrai que c'est assez regrettable que Valve ne puisse pas déjà premièrement poser un cadre avec des règles, vraiment pour éviter un maximum les flous, pour vraiment se dire ok, ça c'est les règles du jeu, ça va se passer comme ça, et ensuite laisser la liberté aux équipes de faire le mieux possible dans ce cadre-là. Le problème c'est que ça se fait jamais comme ça. Dès qu'il se passe quelque chose, ils viennent taper du marteau du poing sur la table pour le marteau est pas mal, pour faire l'exemple. Voilà, pour essayer de faire un exemple, ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises et c'est juste regrettable pour notre développement. Je trouve que c'est pas top. C'est pas top. Et donc pour ces sixièmes joueurs, il y a deux choses. Il y a quand même un point positif, c'est qu'avant, on ne pouvait pas avoir de remplaçant et le coach devait venir jouer. Bon, moi, je vais avoir 35 ans, je vais parler pour moi. Si je dois m'occuper de mon équipe et chaque année continuer ma carrière de coach et en plus me battre avec les meilleurs joueurs du monde parce qu'un de mes joueurs est malade sur un des tournois les plus importants, vous comprenez bien que c'est compliqué. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, je suis content qu'on puisse quand même avoir un sixième joueur à faire venir dans le cas où on aurait un malade. Super, ils ont mis quand même 4-5 ans à comprendre ça. Donc je suis vraiment content, c'est une bonne chose. Maintenant, cette histoire de roster à 6, on prend moins 20% de points qu'on gagnerait sur un tournoi à chaque fois qu'on fait un changement. Ça voudrait dire que Vitality, à chaque fois qu'ils vont faire Inferno, puis machin, ils vont faire 3, 4, 5 changements pendant un tournoi. En fait, ils gagnent pas de points, ils ne peuvent pas se qualifier au Major, donc c'est clairement tué dans l'œuf. Ça a l'air d'être un petit peu absurde dit comme ça. Les joueurs se sont exprimés là-dessus. D'ailleurs, on a bien vu les réactions des joueurs de chez Vitality. Alors, il y a un dernier point qu'on voulait aborder avec toi, Malek. Ça te concerne directement en tant que coach, parce que là, ça chamboule vraiment les habitudes de CSGO. Tu n'auras plus le droit d'être avec les joueurs pendant les matchs de qualification. Et alors là, du coup, j'ai du mal à comprendre quand même à quel point ça t'affecte en tant que coach. Alors ça m'affecte pas particulièrement. Après j'essaie de décortiquer et rester tranquille parce que Valve ils ont toujours une manière de faire des grands trucs comme j'ai expliqué juste avant. Donc là ils sortent une news et ils disent ouais pas de coach etc. Donc on est très vite parti dans les extrêmes
sur Twitter notamment, quand on a tous vu ça. Je tiens à préciser que normalement, d'après ce que j'ai lu, ce sera simplement sur la période en ligne. Ça voudrait dire que toute la préparation d'avant-match, c'est OK, je suis avec les mecs. La seule différence, c'est que finalement, j'aurai pas mes 4 time-out de 30 secondes. En réalité 8, parce qu'on imagine que l'opposant va aussi poser ses time-outs dans lesquels je peux parler. Ça veut juste dire que ça va mettre en avant la performance des joueurs par eux-mêmes. Ça va nécessiter quelques ajustements sur la prépa. Enfin, mon travail, a priori, ne devrait pas changer énormément au quotidien. Voilà, ce serait juste sur ces matchs de qualif. Et Valve, c'est pareil, hein, c'est le marteau, comme je disais tout à l'heure. Au lieu de chercher à trouver des solutions à contrôler les coachs, il y a eu en fait je vais peut-être le préciser, je sais pas si les gens savent, mais il y a eu beaucoup de coachs qui ont été bannis par les SIC parce qu'en fait il y a eu des cas de triche pendant 4 ans. Donc je reviens d'ailleurs sur les règles. Hein. Si on avait des règles qui stipulaient qu'à chaque fois qu'un bug serait découvert, il y aurait des sanctions si ce bug n'était pas reporté, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais enfin. Ça, c'est encore ce dont je parlais tout à l'heure avec ces zones de flou, et je trouve que ça vient juste inviter l'humain à la bêtise, mais enfin, c'est mon avis. Et pour revenir au sujet final, Valve a juste pas envie de se prendre la tête. 2 fois par an, ils organisent un tournoi et ils vont juste se dire, pas de coach, pas de problème. Alors bon, c'est juste du Valve. On espère et on croise les doigts que ce sera pas le cas dans le futur pour les tournois, surtout. C'est ça qui fait peur. C'est clair. Ce sera OK. C'est juste du Valve, c'est une mauvaise habitude. Bon, on espère qu'un jour, ils changeront peut-être leurs habitudes de ce côté-là pour répondre un peu mieux aux moyens des équipes. Mais en tout cas, oui, vas-y. Non, je disais juste ce qui serait génial dans ce sens-là, c'est reconnecter avec la communauté e-sport, parce que je sais que les premières années, les premiers majors, ils se déplaçaient en major et il y avait une espèce de connexion. Ça n'a pas forcément bien marché à ce moment-là parce que c'était encore amateur. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait été capable de mieux se connecter avec Valve et je trouve que ce serait un beau pas en avant qui éviterait ce genre de news et de problèmes, peut-être. J'apprécierais. Bon, c'est un beau message d'espoir. En tout cas, on espère que malgré ça, tu auras toutes les armes pour mener à bien la saison de G2 Esport en 2021. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir en plateau. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, on suivra tous vos exploits pendant l'année sur Twitch de très près, ailleurs. bien sûr. Merci beaucoup. Des bisous à Kenny, des bisous à Kenny. Des bisous à tout le monde. Merci tout le monde. Chamboulé CSGO, comme d'habitude. C'est assez incroyable finalement d'en arriver là, parce qu'il y a beaucoup d'exemples et de contre-exemples sur des ligues qui se passent bien, des ligues qui se passent moins bien, et finalement on se pose beaucoup de questions sur évidemment les blocages. Mais bon, malgré tout ça, voilà, ça n'empêche pas d'avoir de belles carrières. Les joueurs de CSGO sont les joueurs qui tiennent le plus longtemps finalement dans l'univers e-sportif. On le souhaite aussi aux coachs au passage quand même, parce que c'est vrai que là on a cette sensation il y a eu des mauvais coachs qui ont été sanctionnés, mais maintenant c'est tout le monde qui est rapidement, en tant que journaliste, je sais que tu es sur jeuxvideo.com, notamment dans le journal sur le stream. C'est quoi ta vision de Valve en tant qu'éditeur ? On a combien de temps ? Non, c'est vrai que justement, c'est une vision parfois un petit peu floue, avec des décisions qui mettent du temps à intervenir, parfois des décisions qui ne sont pas assez saine dans le sens où, comme il disait, on a besoin de cette reconnexion avec la communauté et parfois on a l'impression que les joueurs ne sont pas assez écoutés. En tout cas, ils font tout le temps remonter les soucis. Et là, typiquement sur les problèmes d'exploitation de bugs qu'on a pu avoir sur les différentes ligues de CS, c'est des problèmes qu'on avait fait remonter déjà dès le début. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre ça en main très vite et pas arriver en 2021 avec ce genre de cas. C'est sûr. Ou alors venir en étant pardonné avec Half-Life 9 éventuellement, et on pourrait éventuellement envisager ça. On va passer bien sûr à notre superbe dossier de la semaine, une carrière exceptionnelle, celle de GetRight, légende de Counter-Strike et légende de l'e-sport tout court. Maintenant à la retraite, retour sur sa carrière, c'est un dossier de Baptiste Meffray et Stéphane Cochara bien sûr. À 30 ans et après près de 15 ans de carrière sur Counter-Strike, Christopher Allison, plus connu sous le nom de GetRight, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Un joueur de génie au spray impitoyable, désigné 2 fois meilleur joueur du monde par le média de référence HLTV. Celui qui a sublimé son rôle grâce à son placement, toujours inattendu, toujours redouté, rentrant dans la tête de ses adversaires. Retour sur la légende GetRight, c'est notre dossier de la semaine. GetRight commençait à 9 ans en suivant Eton, le meilleur joueur de Suède à l'époque et la première star de l'histoire du jeu. Adolescent, il commence les tournois et se fait remarquer par son skill individuel et son game sense. Le premier tournant de la carrière de GetRight arrive en 2007 lors d'un match de qualification pour l'ESWC où il affronte nul autre que Eton. À ce moment-là, Nip n'est plus aussi dominant que lorsque GetRight regardait les matchs de son idole. Christopher ne se laisse pas démonter, remporte le match et met Eton à la retraite.
Une performance qui lui offre une place chez SK Gaming, mais le jeune GetRight manque vite de temps de jeu. Ses autres coéquipiers plus âgés le mettent à l'écart. Il est alors repéré par Fnatic qui avait besoin de se renouveler. Il saisit sa chance, remporte les IEM en 2009, le premier tournoi d'une longue série qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde lorsqu'il quitte l'équipe Orange pour retourner chez les rivaux de SK Gaming 2 ans plus tard. Mais l'autre tournant de la carrière de GetRight arrive avec la sortie de CSGO. Alors que beaucoup de joueurs font de la résistance et restent sur 1.6, la version la plus avancée du CS original, le Suédois met tous ses efforts sur le nouveau jeu dès la bêta. Il est alors contacté par Eton, son ancienne idole, qui souhaite faire renaître Ninjas in Pyjamas et faire de GetRight la star de l'équipe. Il amène son ami Forest et recrute Exist, Freiberg et Fiflaren, une équipe qui devient l'une des plus légendaires de l'histoire de CS. La transition de GetRight paye, NiP gagne tournoi sur tournoi et réalise une série historique de 87 maps remportées pour 0 concédé. Pendant 9 mois, les ninjas sont littéralement intouchables. Toute série a une fin, mais NiP continue d'enchaîner les victoires. On est à l'époque des tout premiers majors sponsorisés par Valve. Remporter l'un d'eux, c'est l'occasion pour GetRight d'inscrire son nom à jamais dans l'histoire du jeu. NiP atteint la finale des 2 premières éditions, sans succès. En 2014, à l'ESL One Cologne, GetRight et les siens sont de nouveau à un match du titre. Impérial face au Fnatic de Lofmeister, GetRight ne peut retenir ses larmes. C'est la première, mais aussi la dernière fois qu'il met les mains sur le trophée tant convoité. L'âge d'or de NiP touche à sa fin, l'équipe ne montre plus la même domination et commence à changer son effectif. GetRight continue d'écrire sa légende à coups d'actions individuelles mémorables et quelques titres marquants à l'image de la DreamHack Masters offerte au public suédois de Malmö en 2016. Resté fidèle au ninja pendant 7 ans, il termine sa carrière professionnelle chez Dignitas avec ses anciens coéquipiers et amis, Forest, Exist et Freiberg. Car au-delà des titres, au-delà du joueur de génie qu'il était, GetRight c'était un exemple de passion et de résignation. Malgré les conflits, les défaites marquantes, parfois les mauvais résultats et une maladie qui l'a vu hospitalisé plusieurs fois dans sa carrière, c'était avant tout un amoureux de Counter-Strike, un amoureux du maillot et un amoureux de son public. GetRight, véritable légende, qui d'ailleurs était passé dans une de nos émissions, le sketch, je me rappelle, c'était un beau moment c'est sur incroyable. Internet. Au cours d'une chronique, comme ça, voilà, c'est arrivé, on dédie un portrait à GetRight justement au moment où il s'est retiré de l'équipe Ninjas in Pyjamas. Et oui, GetRight a apparu dans le chat, nous a offert un sub sur la chaîne, donc s'est abonné, et nous a dit qu'il nous accorderait une interview avec grand plaisir lors de son passage en France, qu'on attend toujours bien sûr. C'est le moment. Ça tient toujours, hein, GetRight, quand tu veux, évidemment, mais du coup, c'est un super beau moment de passionné sport, je vous recommande de le retrouver sur Internet, mais on va réembrayer sur League of Legends, tiens. Apex Legends, des formations. Vraiment, avec la saison 8, qui commence cette semaine, les nouveautés. Les nouveautés, eh bien à peu près comme chaque saison, on a une nouvelle légende qui apparaît. Cette fois-ci, elle s'appelle Fuse. Elle arrive avec des capacités plutôt intéressantes. Ça va lancer des grenades. On retrouve la toute première map qui s'appelle Kings Canyon, qui va être à nouveau modifiée justement à cause de l'arrivée de cette nouvelle légende, un nouveau Battle Pass, tous les éléments dont on a l'habitude. Donc une nouvelle saison qui s'annonce très très bien, puisque depuis la saison précédente, voilà, on a vraiment une nouvelle map aussi qui est rentrée dans ce roster de maps, qui est très très intéressante et très pertinente. Donc là, on a hâte de se lancer dans cette nouvelle saison. Bon, extrêmement joli. Je vois les vibes de mes premiers pas sur Apex Legends qui me reviennent et quelques endroits où j'ai pu notamment perdre pas mal de parties. Merci beaucoup Lox pour ces petits éclaircissements sur Apex et la saison 8. Mais il nous reste bien sûr quelques news à voir ensemble, les news e-sport, de la globalité de notre merveilleux environnement. Et c'est dans le reste des news, évidemment, toujours avec Stéphane Cochard. C'était dans l'air depuis un moment, Kinstar et Solari, c'est fini. Arrivé au club tourangeau en 2018 avec ses anciens coéquipiers d'Osserve, après une victoire à la Lyon eSport, le Suisse a été la pierre angulaire du projet sportif et de la web TV Solari Fortnite. Mais Kinstar sort d'une année 2020 très compliquée sur le plan personnel qui l'avait poussé à quitter Tours pour rentrer chez lui, en Suisse. C'est de là-bas et en solo qu'il reprend la compétition et le streaming. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas parlé d'Overwatch League et vraisemblablement ça ne va pas mieux pour la Ligue de Blizzard. La franchise de Los Angeles Valiant déménage en Chine pour la saison 2021 et ce sera sans aucun de leurs joueurs ni membres de leur staff. Tout ce petit monde a été gentiment remercié à 2 mois de la reprise parce que vous comprenez, c'est vachement dur d'obtenir des visas à cause de la pandémie. D'ailleurs, des anciens de l'Overwatch League, AKM et Unco, qui ont entamé leur transition vers Valorant, devraient atterrir chez OG, le club double champion du monde sur Dota. Les anciens du 6 de France jouent avec le Suédois Tivik, passé par les Florida Mayhem, Onibi, le frère de Soon, et Element, un ancien de CSGO.
L'équipe a fait ses débuts en match officiel ce week-end lors du Red Bull Home Ground sous le nom de Monkey Business, l'ancien nom d'OG. Elle n'a disputé qu'un match, perdu 13-6, 13-5 contre le Summon FC, le finaliste du First Strike Europe en décembre. OG ça jouait aussi sur CSGO ce week-end et c'était pour le compte du CS Summit 7. Sortis de leur groupe à la deuxième place, NBK et les siens se sont ensuite inclinés contre les Danois de Heroic en quart de finale, 16-12, 16-10. L'équipe eurasienne de Virtus Pro remporte le tournoi face aux Suédois de Fnatic. Côté League of Legends, le coup d'envoi de la Division 2 du championnat de France a été donné la semaine dernière. Bon démarrage pour Oplon et l'équipe B de Gamers Origin qui se place en haut du classement. Insolite, avec une victoire et une défaite, le FC Nantes a déjà marqué autant de points qu'en Ligue 1 sous l'ère Domenech. En LFL, MCES a enfin pris ses premiers points en battant LDLCOL. Yellowstar qui tente un dernier marque d'honneur, Manati qui revient sous Ragnarok, mais Manati n'a pas les dégâts. C'est un Olaf late game, première victoire d'MCES. Dans le championnat d'Europe, G2 nous a offert une belle glissade en s'inclinant contre Schalke et laisse Rogue seul à la tête du classement. Et oui, absolument, une grande actualité League of Legends, Div 2, Haute Ligue, Super Championnat, mais également d'autres actualités, comme par exemple le torrent qui s'est déversé, torrent de larmes pour Solari, Kinstar qui quitte officiellement la structure. Peut-être ira-t-il chez Vitality, comme Airwax avait pu nous le suggérer, ou peut-être nous le glisser durant l'émission. Écoute, ça nous ferait un petit peu rêver, non? Qu'est-ce que t'en penses? À voir. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, évidemment. Une grosse personnalité qui est Kinstar. C'est déjà la fin de notre émission, malheureusement. Mais avant ça, Lox, c'est ton moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur mes réseaux. Bon, on me retrouve déjà sur ES1 avec le matchvideo.com, le journal le vendredi aussi sur le stream. Et puis, bien sûr, on me retrouve sur ma chaîne de Twitch et mes réseaux, Lox de la Jungle, avec beaucoup de contenu qui va très prochainement arriver. Je t'en tease pas trop. Mais on parle réalité virtuelle très prochainement. J'allais dire, grande passionnée VR, si vous voulez suivre du contenu qui concerne ce secteur d'activité, c'est Lox qu'il faudra suivre. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver en plateau. Ça faisait super longtemps. Et Twitch, comme d'habitude. Merci à vous, la Team Scale. De rien, juste merci de m'avoir accompagné pour cette émission et merci à vous tous de nous avoir suivis comme d'habitude. Rendez-vous semaine prochaine, même endroit, même heure pour un nouveau Bein Sport. À bientôt.